Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Hockey le Magazine. Ici Denis Gauthier, en compagnie de mon collègue Jasmin Leroux. Et cette semaine à l'émission, la chronique équipement portant sur les jambières de gardien de but et le segment sur la glace, au cours duquel Steve Brûlé présentera l'exercice du 2 contre 2 en zone restreinte. Et toi, Jasmin, qu'est-ce que tu as pour nous? Bien, moi, cette semaine, je vous amène entre autres vers le parcours de l'alénage de Steve Bernier, qui est présentement avec les Islanders de New York et qui en est déjà une 6e équipe dans la Ligue nationale depuis le début de sa carrière. Mais d'abord, on s'en va au centre Perform Plus de Boisbriand, où j'ai rencontré Stéphane Dubé, qui va nous parler cette semaine de cardio et de musculation. Hockey Magazine, c'est parti! Hockey Magazine, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. On est avec Stéphane Dubé cette semaine, préparateur physique et copropriétaire du centre Perform Plus, pour démystifier certaines choses de l'entraînement qui brûlent un peu sur les lèvres de bien des gens. D'abord, Stéphane, j'ai envie de te demander, tu es en gymnase, tu travailles autant sur le cardio que la musculation. Qu'est-ce que tu favorises, toi? Bien, pour le hockey, en partant, moi, je suis pas un grand fan de juste faire du cardio. Tu sais, souvent, les gens vont dire mon jeune, il n'y a pas de cardio, il faut qu'il son cardio. Faut comprendre que le cardio, par définition, c'est un exercice d'intensité moyenne sur une longue période. Le hockey, c'est tout sauf ça. Le hockey, c'est des séquences de sprint, des séquences à très haute intensité. Tu te dois de recréer ça à l'entraînement. Ça ne veut pas dire qu'en bas âge, tu ne travailleras pas sur des séances sur vélo ou un petit peu de course. Mais moi, ce que je favorise, c'est beaucoup l'entraînement par intervalle parce que de cette façon-là, on va travailler la vitesse et la vitesse endurance, et c'est la clé pour un joueur de hockey. Ce que tu ne veux pas faire avec les jeunes, c'est de l'entraînement en force. Ça, c'est quelque chose que tu vas te tenir loin. Pourquoi? Parce que le développement et la croissance, puis c'est pas rendu là. Le tissu musculaire n'est pas prêt à prendre ça. Mais un jeune peut travailler en endurance avec des poids sans aucun problème. Tant qu'il n'y a pas de compression au niveau de la colonne vertébrale, c'est surtout ça que moi, je me tiens loin d'eux. On est avant un match, le jeune arrive peut-être 1 heure avant le match, va aller sur la patinoire 3 ou 5 minutes avant le début de la rencontre. Parle-moi de c'est quoi, selon toi, l'entraînement d'avant-match, l'activation communément appelée la plus optimale pour un jeune? Bien, à la base, souvent, les jeunes... Tu sais, on s'entend, là, patiner en rond pendant 2 minutes puis lancer 2-3 rondelles, là, c'est pas avec ça qu'on va se mettre à suer. C'est pas avec ça que tu prépares ton corps. Je fais souvent l'analogie. Si je te réveille demain matin à 5 h du matin puis je te dis « va courir 200 mètres le plus vite possible » et tu vas me dire « donne-moi du temps pour que je me réveille un peu », mais c'est un petit peu la même chose. Hein? L'activation, c'est la façon d'activer le corps, de préparer le corps à ce que tu sois prêt à faire ton match ou faire tout simplement ta pratique. Fait que de cette façon-là, avant, les jeunes voient souvent à l'avant-match, vont voir les joueurs en train de jouer au soccer. Le soccer, c'est une chose qui est intéressante. Pourquoi? Parce que tu vas bouger. Tu bouges beaucoup, tout ce qui tourne autour de la hanche, tous les muscles, les jambes beaucoup. Fait que, tu sais, le corps commence à bouger et se préparer. Tu peux faire des séquences de sprint pour maximum, mais tu peux faire des séquences de sprint, les échelles d'agilité un peu pour que le corps se mette à bouger pour que quand tu embarques, tu es fin prêt. Ça prend plus que 2 minutes, évidemment. Je te demande aussi, la veille d'un match, par exemple, certains jeunes disent, bon, c'est bien d'aller un petit peu en gymnase, se préparer. Il y en a d'autres qui disent, je veux pas aller dans un gymnase 24 heures ou 48 heures avant un match. Qu'est-ce que tu recommandes, toi, aux jeunes? Par exemple, on joue le samedi à 15 h. À partir du vendredi matin, est-ce qu'on fait rien? Est-ce qu'on fait quelque chose un petit peu le vendredi? Mais si tu le dimanche, j'ai pas trop à ce que tu t'entraînes le vendredi. Sauf que, tu sais, tu feras pas un entraînement à intensité maximale, bien évidemment, parce que ce qui arrive, c'est dépendamment de ce que tu vas faire. Tu sais, on prend un jeune, mettons un midget, il ne viendra pas faire un entraînement à très haute intensité pour les membres inférieurs. Tu sais, il ne sera pas sur le squat avec des grosses charges puis un gros entraînement de pliométrie. Si tu fais un entraînement qui est quand même qui est dosé puis qui fit dans ton volume de semaine. C'est ça qu'il faut aussi considérer. Là. Comment la semaine a été, comment a été la semaine sur la glace. Fait que l'entraînement, j'ai pas de problème à ce que le jeune vienne faire un entraînement, mais comme je te dis, il faut que ça soit bien dosé parce que sinon, tu veux pas laisser ta game dans le gymnase, comme on dit tout le temps. Fait qu'un entraînement bien dosé, bien équilibré, j'aurais pas de problème avec ça. On va souhaiter un bon entraînement d'avant-match à tous nos jeunes. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Cette semaine, à la question quiz. Choix de première ronde des Sharks de San Jose en 2003, Steve Bernier a effectué ses débuts dans la Ligue nationale en 2005-2006. Pour combien d'équipes différentes le natif de la région de Québec a-t-il évolué depuis ses débuts dans le circuit Bettman? Est-ce que c'est A, 4, B, 5 ou C, 6? La réponse après la pause.
La réponse C. 6. Depuis ses débuts dans la Ligue nationale en 2005-2006, Steve Bernier a évolué pour les Sharks de San Jose, les Sabres de Buffalo, les Canucks de Vancouver, les Panthers de la Floride, les Devils du New Jersey et les Islanders de New York. Ces derniers, avec lesquels il évolue depuis la saison 2015-2016, l'ont aussi récompensé avec une prolongation de contrat de 2 ans à 2 volets le 9 juin dernier. On l'a d'ailleurs rencontré récemment dans le cadre du segment « Parcours vers la LNH ». Mon parcours d'hockey mineur, pour moi, c'était... j'ai grandi dans la ville de Québec. J'ai tout fait mon hockey mineur avec Hockey Québec. Puis après ça, j'ai réussi à 15 ans à me faire une place avec le Midget 3, les gouverneurs de Sainte-Foy, qui est maintenant le SSF, Séminaire Saint-François. On a réussi à gagner la Coupe Air Canada, qui est au niveau national. Puis après ça, je me suis fait repêcher par les Wildcats de Moncton dans le junior majeur. J'ai passé 4 ans là-bas. Puis après ça, j'ai fait le saut avec les Sharks de San Jose. Bien, une année marquante pour moi, c'est vraiment l'année Midget 3. Comme j'ai dit, on avait un groupe de joueurs extraordinaires. Puis dans n'importe quelle situation, n'importe quelle année, quand tu réussis à gagner le championnat au niveau canadien ou à n'importe quel niveau, c'est toujours un grand exploit, puis très, très plaisant. On a appris, t'apprends beaucoup de choses au niveau mineur, mais c'est surtout le travail d'équipe. J'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de joueurs qui sont encore mes amis. Puis il y a beaucoup de joueurs qu'on ne voit pas autant qu'on aimerait les voir. Puis on est resté amis comme si on se voyait à chaque jour. Puis ça, c'est très important dans une vie d'avoir ce genre de relation-là. Mon idole de jeunesse, sans aucun doute, c'est Mario Lemieux pour moi. J'ai regardé chaque vidéo de lui. Mario est magnifique en DVD. Je les ai toutes regardées. Puis en plus, l'année passée, j'ai eu la chance de le rencontrer pour la première fois. Puis c'était très, très spécial pour moi, ça c'est sûr et certain. J'ai toujours été attaquant. J'ai toujours eu une mentalité, quand j'étais plus jeune, de scorer beaucoup de buts. C'est sûr et certain que la mentalité change au fur et à mesure quand tu viens, que le hockey, c'est ton travail. Tu as besoin de t'améliorer dans chaque facette, de devenir meilleur défensivement si tu veux réussir à rester dans la Ligue nationale ou la Ligue américaine ou un niveau élevé longtemps. Puis, mais c'est sûr et certain que scorer des buts quand on est jeune, c'est très plaisant. Premièrement, c'est d'aimer ce que tu fais. Moi, je me souviens jouer au hockey 24 heures sur 24 quand j'étais petit, mais après que j'ai dit ça, c'est important de faire d'autres sports. J'ai joué au soccer, j'ai joué à des millions de sports juste pour devenir un meilleur athlète, puis jamais lâcher. Il y a beaucoup d'embûches qui peuvent arriver au cours d'une carrière, même quand tu es jeune. Puis c'est juste de les surpasser puis de devenir une meilleure personne et un meilleur joueur de hockey. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey. Cette semaine, à la chronique équipement du Trio Hockey, je suis encore en compagnie de notre spécialiste Éric Dupont pour le premier de 3 segments portant sur l'équipement de gardien de but. Éric, moi, je suis un ancien défenseur. Donc, les gardiens de but, c'est pas nécessairement ma spécialité. Mais je pense qu'il y a des choses qui vont intéresser beaucoup de gens à la maison cette semaine. Les jeunes et les moins jeunes sont souvent fascinés par les masques de gardiens, la peinture, le design. Il y a beaucoup de personnalisation qui peut être faite. Mais vraiment, qu'est-ce qui est fascinant maintenant, c'est l'équipement de gardien. Les jambières, mitaines, bloqueurs, les couleurs, les designs, il y a beaucoup de possibilités qu'on peut faire. Tu as bien raison, surtout qu'avec l'évolution de l'équipement, c'est beaucoup plus détaillé, évolué, beaucoup plus imposant également. On est bien loin du 1er mars de Jacques Plante ou des vieilles jambières brunes à Ken Dryden. Exactement, Denis. Les fournisseurs comme Bauer, CCM, Warrior nous surprennent à chaque année avec des changements. Ils continuent l'évolution des produits. C'est vraiment épatant ce qu'ils arrivent à faire maintenant. Donc, quelles sont les principales nouveautés que tu nous présentes aujourd'hui? On va commencer par le modèle que notre gardien favori porte, Carey Price. C'est le modèle CCM Extreme Flex 3. Ce modèle a été redessiné en suivant les recommandations des gardiens pro de CCM.
La jambière eFlex 3 est la plus légère de la série et sa technologie Speed Skin permet une glissade rapide et des poussées explosives. Ça comprend également le système OWD, qui est une distribution optimisée du poids permettant de donner plus de vitesse lors des déplacements. Finalement, la technologie D3O est disponible dans la mitaine et le bloqueur pour offrir une meilleure protection et absorption des impacts. Vraiment, là, on est à des années-lumière d'autrefois. Et c'est important aussi de noter que cette série-là est disponible dans les modèles E3.9 et E3.5 également. Mais note le Bauer aussi qui a quelque chose de nouveau. Bauer revient cette année avec la série Vapor, la Vapor 1X Odin, qui inclut les jambières, le bloqueur et la mitaine. Elle est parfaite pour le gardien dynamique qui compte sur sa rapidité pour arrêter les rondelles. Le nouveau noyau, dit le Core, permet d'amincir le profil de la jambière pour ainsi réduire le poids et ajouter de la flexibilité. Un système d'attache Tune Fit a été mis au point pour assurer un équilibre parfait et permettre une rotation et un ajustement personnalisé. Quant au bloqueur et à la mitaine, ils sont souples et légers et procurent une protection supérieure grâce à l'utilisation du poron, la technologie Curve Composite. Et pour ceux qui se le demandent également, cette collection est disponible dans les modèles X900 et X700 aussi. Maintenant, Éric, la pièce peut-être la plus importante d'un gardien de but, c'est son plastron. Sans quoi, là, la puissance des tirs peut faire beaucoup de dommages. Exactement. Donc, avec les bâtons aujourd'hui qui n'arrêtent pas d'évoluer, les bâtons de joueurs, c'est important de bien choisir, avoir un bon plastron pour arrêter les rondelles. Et on va débuter avec le modèle le plus populaire sur le CCM Première Pro. Honnêtement, c'est sans aucun doute le plastron le plus populaire chez les pros et en magasin. Il s'agit d'une conception légère avec protection additionnelle de matériaux D3O pour une couverture maximale tout en allouant une grande souplesse de mouvement. Le système d'ajustement Premier assure un excellent confort et une performance des plus fiables. L'équipement pro CCM, Bauer, Vaughn, Bryans et Warrior est également disponible sur mesure selon vos couleurs et spécifications. En terminant, Éric, quelques conseils d'achat pour les gens à la maison? Il faut déterminer le calibre. Quel calibre que tu joues. La grandeur, c'est très, très, très important. Il faut prendre le temps de parler avec un spécialiste dans nos magasins, s'assurer d'avoir la bonne grandeur. Excellent. Merci beaucoup, Éric. Toujours intéressant. On espère que les gardiens à la maison vous apprécient. Vous avez bien appris des précieux conseils qu'Éric nous a donnés. La semaine prochaine, on revient avec une nouvelle chronique hockey. On continue de parler de gardiens de but, mais plus précisément, les patins. Ici Yannick Gaud du Lightning de Tampa Bay. Vous regardez le Hockey, le magazine de RDS. On est cette semaine en compagnie de M. François Martindale, gérant de la glace au Centre Bell lors des matchs du Canadien. M. Martindale, d'abord, je vous demande, c'est quoi votre travail? Expliquez-nous votre travail au quotidien lors d'une journée de match. Au quotidien, mais quand j'arrive la journée d'un match, les premières choses que je fais, je m'assois à mon bureau, je regarde un peu les demandes qui arrivent et qui rentrent au niveau de l'amphithéâtre, au niveau de soit des demandes au niveau de tables chaises autour de l'amphithéâtre ou à l'intérieur de l'amphithéâtre. Des fois, on a des demandes aussi au niveau des broadcasters, de diverses demandes de position de caméra, etc. Lorsque ça c'est fait, on fait une petite marche autour de la patinoire. On s'assure que tous les employés sont en train de faire les tâches requises avant le match. Puis je m'assure de faire une inspection de tout ce qui est bandes, baies vitrées, filets, tous les équipements nécessaires pour le match. Ça ressemble un peu à ça, un peu simpliste, mais quand même beaucoup de travail. Oui, non, ça, j'en doute pas. Voyez-vous, on est avant un match du Canadien aujourd'hui. On regarde un peu, il y a un paquet de gens qui travaillent sur la patinoire. C'est quoi la tâche à accomplir à chaque fois avant un match qui est, par exemple, différente qu'on doit refaire? Je suppose que vous surveillez les baies vitrées à chaque fois. Vous avez beaucoup de travail. Oui, bien, en fait, on vérifie les inspections qu'on fait avant un match sont souvent dues à cause des spectacles. Donc, on a un match-spectacle. Ici, on est très occupé. Ça le tente beaucoup. Le Centre Bell est très occupé. Je pense que c'est l'amphithéâtre le plus occupé presque en Amérique du Nord. Probablement un des 3 plus occupés en Amérique du Nord, effectivement. Donc, en passant d'un match de hockey à un spectacle, donc on monte et démonte nos installations de hockey. Donc, bande baie vitrée s'enlève, réinstallation, enlève, réinstallation. Donc, ça a une durée de vie X. Donc, si on veut prolonger cette durée de vie-là, puis on veut s'assurer que ces équipements-là soient adéquats lors des matchs, bien, effectivement, il faut les inspecter. Donc, inspecter chaque vis, chaque boulon, chaque baie vitrée. Parlez-moi de c'est quoi une bonne glace de la Ligue nationale. C'est quoi qui en fait sa qualité et sa réputation?
Bien, je te dirais que quand tu veux avoir une bonne glace, c'est une glace qui est dense et c'est une glace qui est dure et rapide. C'est ce que tu veux donner à ton équipe. Spécialement nous avons des plus petits joueurs, nous avons des joueurs qui sont rapides, on a des gars qui patinent beaucoup. Donc, j'essaie de matcher un petit peu l'état de la glace à l'équipe qu'on a. Je regarde Byron, je regarde des gars comme ça qui sont très explosifs. Bien, en leur donnant une glace très dure, très dense, ces gars-là ont une propulsion beaucoup plus grande. Donc, c'est un petit peu notre contribution au spectacle. C'est de s'assurer que la surface soit adéquate et soit optimale en qualité pour justement recevoir un peu tes joueurs. Puis... Mais justement, vous en parlez de ce que vous faites avec les joueurs comme ça. Vous faites un travail qui est un petit peu dans l'ombre, qui doit être très apprécié des joueurs, même s'il se fait dans l'ombre. Oui, là, tout à fait. De ce temps-là, c'est un peu avec Andrew Shaw qu'on discute un petit peu là, après les matchs ou même entre les matchs. Là, comme je te disais tantôt, j'ai fait la classique hivernale qui était à Ottawa. Donc, la première chose qu'Andrew a fait quand il m'a vu sur la glace à Ottawa, venu me voir, me demander la qualité de la glace, ce qu'on fait un peu ici en même temps. Donc, oui, c'est apprécié des joueurs. Les joueurs le savent. Puis, tu sais, je pense que quand tu es un joueur, puis tu sais que tu t'en vas jouer sur une surface glacée qui est adéquate en qualité, je pense que ça te un stress de moins pour les joueurs. Vous êtes un des seuls dans la Ligue nationale qui est gérant d'aréna et qui conduit encore sa propre surfaceuse à lui. Vous aimez vraiment ce côté-là de votre travail. Vous voulez le garder. Parlez-nous-en un peu. Oui, tout à fait. Je trouve ça important d'être capable de conduire et de bien lire ce qui se passe à l'extérieur sur la glace. Tu sais, tu peux sortir les grandes théories des températures, puis de l'humidité, puis de tout ce qu'on veut à l'intérieur, mais il reste qu'un bon conducteur de resurfaceuse, un bon gars de glace, va être capable de regarder la glace et de lire ce qui se passe. Donc, moi, faire la glace et être à l'extérieur, ça me permet d'être capable de bien lire ce qui se passe sur la glace, puis être capable de bien réagir, soit en montant les températures, en les descendant ou en modifiant quelques éléments possibles à l'intérieur, les éléments contrôlables, je peux les changer. Donc, en lisant ce qui se passe, je peux réagir de cette façon-là. Effectivement que j'adore ça. J'ai de la misère un petit peu à m'éloigner. À délaisser ça? Oui, tout à fait. J'aime bien ça. Ici Thomas Chabot des Sénateurs d'Ottawa, vous regardez Hockey le magazine à RDS. La chronique sur la glace est une présentation de Captorder, hygiène du sport. Captorder passe à l'action. De retour avec Steve Brûlé cette semaine. Dans le passé, Steve, on a regardé des différentes situations où on devait protéger la rondelle un contre un statique, de différentes zones qu'on peut le faire. Mais c'est pas vrai que toutes les situations de 1 contre 1 sont tous identiques. Tu vas nous montrer des différentes façons aujourd'hui. Oui, exactement. Donc, on a différentes situations de protection de rondelle dans un match. Donc, on a la statique qu'on a vue, qu'on va faire un petit rappel aujourd'hui dans l'exercice. On va avoir une deuxième situation d'1 contre 1 où est-ce que le joueur doit être en prise d'information. Donc, prise d'information avant de récupérer la rondelle et être en protection de rondelle. Et il va y en avoir une troisième au niveau offensif lorsqu'un joueur veut aller au filet, couper au filet en protection de rondelle. Excellent, on va aller voir ça tout de suite. Bon, pour l'exercice qui s'en vient, là, c'est un petit peu plus complexe. Il y a plus de joueurs qui sont inclus dans les situations de protection de rondelle. Tu as positionné les joueurs dans 3 positions différentes. Explique-nous un peu le pourquoi. Exactement. Donc, on va y aller avec 3 protections de rondelle complètement différentes dans une situation de match. Donc, le premier, le joueur offensif est dans la zone offensive. Ça peut être dans la zone défensive également. Donc, le joueur est face à la bande, doit protéger sa rondelle parce que présentement, il n'a pas d'option. Donc, il va essayer de protéger sa rondelle et de venir attaquer le filet. Parfait. Position 2. Dans la deuxième situation, donc, le premier joueur qui va aller récupérer la rondelle, un joueur qui est en échec avant dans un match, qui arrive premier à la rondelle dans la zone offensive, donc il y a le défenseur derrière lui, donc doit prendre son information avant d'arriver à la rondelle pour pouvoir prendre une décision et essayer d'attaquer le filet. Excellent. Et eux ici? Et la troisième situation va être un joueur offensif qui a un pas ou 2 d'avance sur le défenseur et qui a une chance d'aller au filet, donc doit attaquer le filet en protégeant sa rondelle. Parfait. Donc, si on replace ça, tout le monde en position, on fait les 3 en succession, c'est un après l'autre, oui, correct? Un après l'autre, à chaque coup de filet, les joueurs sont prêts et savent quand y aller. Parfait, je te laisse aller. Parfait. Donc, on passe ça ici dans le coin, les boys. Good. Excellent. Très bien. Ah, travaille bien, que la rondelle loin de lui. Très bon. Excellent. Bouge tes pieds. Bouge tes pieds. Excellent. OK, stop.
OK. Dernier. OK. Tu as un pas d'avance ou deux sur le défenseur. OK. Chose que tu peux faire, c'est de venir couper au filet. OK. Si ça passe pas, tu vas forcer le défenseur peut-être prendre une punition. Sauf que si tu fais juste ramener ta rondelle ici, défenseur-là, tu viens d'exposer ta rondelle au défenseur. Donc, n'aie pas peur de venir protéger ta rondelle, venir couper au filet. OK? Ça va forcer le défenseur à prendre une décision, peut-être t'accrocher, te faire tomber, ou même tu vas avoir la chance d'aller au filet. Donc, viens pas exposer ta rondelle. OK? C'est bon? L'autre chose, Steve, là, la position 1 et 2, l'importance de donner de la fausse information, mettons, lorsque tu as la rondelle, faire des feintes. Oui, exactement. Quand on parle de protection de rondelle, on peut utiliser beaucoup les feintes également. Donc, spécialement dans celle-ci ici, que lorsque le joueur va récupérer la rondelle, donc, peut donner une fausse information. Donc, bouger les épaules à gauche, à droite. Donc, ça met le défenseur un petit peu sur le qui-vive. Ouais. C'est pas trop exactement de quel côté le joueur va aller. Donc, très important, quelque chose qu'on peut utiliser. Parfait. On recommence ça? OK, on recommence la section numéro 1, les boys. OK. As-tu une rondelle? OK. Excellent, ça. Belle fin. Good. Très bien. Prise d'info. Prends ton info. Good. Excellent. Beaucoup mieux. Good. Une fois qu'on a établi notre position, là, est-ce que c'est important que les jeunes bougent les pieds ou est-ce qu'on reste large à simplement pousser une jambe? Les jeunes ont souvent tendance à oublier de bouger les pieds. Souvent, on protège bien la rondelle et lorsqu'on a l'ouverture pour pouvoir se sortir de l'impasse, les jeunes oublient de bouger les pieds et ça donne une chance au défenseur de revenir bien se positionner. Donc, si on a une ouverture, c'est là de la prendre et d'avoir les pieds en mouvement toujours. On entend souvent les entraîneurs dire « bouge tes pieds, bouge tes pieds ». Donc, de là, en protection de rondelle, c'est la même chose. Tu es en prise d'information. Si tu as une ouverture, aie les pieds en mouvement pour sortir. Il y a aussi la tête qui tourne, mais aussi on peut sentir le joueur sur nous. Hein? Quand le gars qui joue défensif derrière nous, là, on le sent des fois lorsqu'on a une position sur lui de couper au centre. Il faut le sentir, ça aussi. Exactement. Lorsqu'on a parlé d'initier le contact, des fois avec le défenseur, ça nous permet de sentir, si toi, tu es le défenseur, tu es à ma gauche, je sais que je vais pouvoir tourner sur ma droite pour pouvoir me libérer. Donc, initier le contact, prise d'information, être large sur nos patins, ce sont des points très clés pour les jeunes en protection. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Steve. Ça fait plaisir. Good. À la semaine prochaine. Voilà ce qui met un terme à cette émission de Hockey le Magazine. Lors de la prochaine émission, on aura pour vous un entretien avec la nutritionniste Ève Crépeau, une entrevue avec le jeune espoir des Coyotes, Laurent Dauphin, la chronique équipement portant sur les patins de gardien de but et le segment Sur la glace dans lequel Martin Brochu nous présentera l'exercice des ballons. Tout ça et beaucoup plus à Hockey le Magazine. Hockey le Magazine vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution.